Bonjour mes amis, c'est lundi. Bon retour parmi nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons 4 sujets. L'économie russe, l'actualité internationale et les élections moldaves d'hier. Et le résultat, c'est une grande fête pour nous. Par nous, j'entends le monde libre. Et enfin, les lignes de front. Passons tout de suite à l'économie russe. Ici, j'ai une carte pour vous qui montre 1 mois et demi de frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole russe et leur capacité de raffinage. Et voici la carte des pénuries d'essence en Russie. Première semaine, deuxième semaine. Troisième semaine. Vous pouvez voir jusqu'où les zones à l'est deviennent rouges, ce qui signifie qu'elles connaissent une pénurie d'essence de plus en plus grave. La Russie centrale n'a pas ce problème, et la partie européenne, la partie européenne des régions des monts Oural, n'a pas non plus ce problème. Parce que Moscou se trouve ici, et qu'autour de Moscou, la plupart des ressources sont de toute façon rassemblées. Mais près de l'Ukraine, regardez ces oblasts, juste ici. Il y a aussi des pénuries ici parce que l'Ukraine frappe ces zones jour après jour. Et à la 5e semaine, nous avons aussi le centre de la Russie qui connaît des pénuries. La majorité des oblasts connaîtront bientôt des pénuries. Dans chaque vidéo, je dois vous montrer au moins une file d'attente pour l'essence en Russie. Voici la Crimée. Juste pour le plaisir, on le fait tout le temps. Elles se ressemblent toutes, mais bon, juste pour le plaisir, voici encore des centaines de voitures qui font la queue en Crimée. Je dois te demander, que se passera-t-il dans 3 mois quand il neigera et fera froid ici? Ces voitures doivent rester allumées, sinon il fera très froid à l'intérieur. Elles consomment de l'essence en tournant. Je pense que c'est une bonne situation. Et enfin, les stations-service en Crimée essaient de tromper les gens en leur faisant croire qu'elles ont de l'essence. Pourquoi ? Parce que, à la station-service, en faisant la queue, les gens achètent aussi café, snacks et autres. Nous savons tous que les stations-service gagnent surtout sur le café, les snacks, les boissons et pas seulement sur l'essence. Les propriétaires de stations-service ont introduit une nouveauté de propagande. Ils partagent un camion-citerne entre 3 ou 4 stations, donnant l'impression que le carburant est présent dans de nombreuses stations-service. C'est l'avantage car si beaucoup de gens font la queue dans votre chaîne de stations-service, ils achèteront votre café et vos snacks. Peu importe si vous n'avez pas de carburant, le café a quand même des marges bénéficiaires énormes. C'est ce qu'ils font pour que les gens paient. À part ça, dans certains oblasts, on ne peut acheter de l'essence qu'avec des coupons. C'était comme ça à l'époque soviétique, pas avec l'essence, parce que l'essence était facilement disponible à l'époque soviétique. Mais c'était comme ça avec la viande, par exemple. Dans les années 80, pendant les périodes de stagnation de Brejnev, c'était comme ça avec certaines autres denrées. On ne peut l'obtenir qu'avec des coupons. Et bien sûr, encore quelques belles vidéos pour vous, montrant soit des zéros sur les afficheurs de prix, soit ces lignes en pointillés. C'est une belle chose à ajouter aux vidéos. Franchement, ça illumine mon lundi et même ma semaine. Maintenant, je veux vous montrer une carte des réserves souterraines de pétrole et de gaz russe. Voyez la ligne orange, ou plutôt la bleue. Le cercle bleu indique 2015 et les réserves, l'orange, 2024. Prenons par exemple la mer de Barents dans le nord. En 2015, c'était relativement nouveau, les pompes et tout venaient juste d'être installées, ça a commencé à pomper. Leurs réserves étaient en pleine. Mais maintenant, 10 ans plus tard, la moitié d'entre elles ont été vidées. Donc oui, la Russie possède l'une des plus grandes réserves de pétrole et de gaz au monde, mais elles ne sont pas infinies, et vous pouvez le voir sur cette carte. Au cours des 10 dernières années, d'énormes quantités ont été extraites du sol, pompées. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'elles seront épuisées dans 10 ans. En 2030, 80% des réserves pourraient en être difficiles à extraire. Regardez, c'est la phrase ici, difficile à extraire. Avec le pétrole souterrain ou de schiste, la fracturation permet toujours d'extraire pétrole et gaz du sous-sol. Cela devient simplement plus énergivore, le processus devient moins efficace, plus difficile. Donc aucune réserve ne s'épuise complètement, mais il sera très difficile à la fin de l'extraire. Donc la Russie est en fait en train d'épuiser ses réserves de pétrole et de gaz. Mais il reste encore du temps. Je vous montre cela pour que vous voyiez combien il leur reste vraiment. Par exemple, la région de Sibérie orientale. Comment appelez-vous cela, le bassin ? Je crois que le mot est bassin. Il reste 79 ou 80% en 2024.
Maintenant, je veux vous montrer une vidéo intéressante de Tchétchénie. Vous voyez, la Tchétchénie fait aussi face à une pénurie d'essence. La Tchétchénie est dirigée par Gadura et sa bande. C'est littéralement une bande. Ce sont des mafieux. Personne d'autre n'a rien. La mafia obtient tout, la famille, donc quand le camion-citerne d'essence est enfin arrivé dans cette... L'idée regarde cette station-service juste ici. Voilà ce que les Kadoudavites ont fait. Ils ont fait d'énormes dérapages avec les Mercedes et les BMW, il y avait aussi quelques Toyota ici. Ces voitures ont des moteurs assez gros, elles consomment pas mal d'essence, donc ils gaspillent ce carburant immédiatement. Personne d'autre ne l'aura, juste la famille. Ces gars qui tirent en l'air avec des kalachnikovs, c'est habituel en Tchétchénie. Essayez au moins d'abattre quelques drones ukrainiens. Mais ils tirent juste en l'air, ils gaspillent des balles et de l'essence, c'est ce qu'ils font. C'est ça la Tchétchénie. Faire des donuts, tirer en l'air avec son kalachnikov, et c'est à peu près tout. D'accord, je ne vais plus vous faire perdre votre temps avec ça. Maintenant, mes amis, pour la rubrique des nouvelles internationales, Joseph David Vance, le vice-président des États-Unis, et aussi Keith Kellogg. Je veux dire, il y a un grand changement dans leur communication envers l'Ukraine et envers la Russie. Aussi, Donald Trump. Je suis très surpris de voir cela. Je ne sais pas si je dois le prendre au sérieux, mais je vais vous le lire. Quel était le changement ? Je cite Vance. Je n'aurais jamais pensé citer James David Vance sur ma chaîne, mais je vais le faire maintenant. Les Russes ont refusé des réunions bilatérales avec les Ukrainiens et trilatérales impliquant Trump ou d'autres responsables américains. Il dit aussi que les Russes tuent et perdent beaucoup de monde, mais accomplissent qu'on peut de choses. Les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité. Beaucoup de gens meurent. Combien de personnes sont-ils prêts à perdre ? Combien vont-ils tuer pour si peu, voire aucun succès sur le terrain ? La raison pour laquelle je cite cela, c'est que nous n'avons pas encore vu Joseph David Vance adopter une position plus ferme contre la Russie ou s'exprimer contre la Russie. Je veux dire, il blâme généralement l'Ukraine, mais c'est la première fois et cela n'arriverait pas s'il n'y avait pas un léger changement chez Trump. Et il y en a un, et le symbole de cela, c'est Keith Kellogg, le général Kellogg, juste ici, qui dit en direct à la télévision que la Russie ne gagne pas la guerre en Ukraine. L'Ukraine peut défier la Russie de manière beaucoup plus agressive, si davantage de systèmes d'armes américains sont fournis. Le président Trump a autorisé certaines frappes à longue portée en Russie avec des armes américaines. La Russie ne doit avoir aucun sanctuaire. C'est très important, souvenez-vous-en. Trump a autorisé l'utilisation de missiles Multiple Launch Rocket System américains sur le sol russe pour certaines cibles et par les Ukrainiens immédiatement. Je veux dire, immédiatement, je pense qu'à cette minute-là, ils ont lancé ces missiles. À notre arrivée sur la ligne de front, je vous indiquerai les cibles. Nous avons de bonnes vidéos. Mais pour continuer sur ce sujet, les responsables américains et ukrainiens discutent actuellement des armes que les États-Unis vont vendre à l'Ukraine. La question n'est pas si les États-Unis vendront des armes à l'Ukraine, mais lesquelles ? Et l'Ukraine a remis une liste massive d'une valeur de 90 milliards de dollars aux États-Unis, en disant « voilà ce que nous voulons acheter ». Donald Trump doit maintenant approuver, car cette liste contient vraiment de tout, même des missiles Tomahawk. L'Ukraine a préparé une liste d'armes américaines d'une valeur de 90 milliards de dollars qu'elle souhaite acheter. Encore une fois, je souhaite que les États-Unis offrent 8 lots à l'Ukraine gratuitement. Si cela n'arrive pas, je suis quand même très heureux de voir que l'Ukraine est au moins capable d'acheter des armes américaines. C'est une guerre de survie. Même s'ils doivent contracter une dette massive, ils doivent le faire pour acheter ces armes. Parce que si cela se passe autrement, il n'y aura plus d'Ukraine en tant que culture, en tant que pays, en tant que peuple. Beaucoup disent dans les commentaires « Oh, c'est juste Trump qui veut gagner de l'argent. C'est mauvais qu'il vende ses armes au lieu de les donner. Je comprends et je suis avec vous, mais je suis juste content. » Les armes arrivent maintenant des États-Unis vers l'Ukraine, même si l'Ukraine doit les payer. Tant qu'elles continuent d'arriver, il y a de l'espoir pour nous, ici. Et la plus grande surprise, je l'ai déjà mentionné, c'est que Joseph David Vance a annoncé que le gouvernement américain examine la livraison de missiles de croisière Tomahawk aux alliés de l'OTAN pour un transfert ultérieur vers l'Ukraine. La décision finale revient au président Donald Trump.
Vance a justifié la décision en invoquant l'agression russe en cours et la nécessité de faire pression sur Moscou pour forcer des négociations. Maintenant, des missiles Tomahawk pour l'Ukraine, c'est cela. Je n'aurais jamais imaginé vivre une telle situation dans ma vie. Mais si cela arrive, même en parlant seulement, c'est déjà une dissuasion. Poutine craint uniquement que ces missiles Tomahawk soient indéployés. Corrigez-moi si je me trompe, mais hors des États-Unis, seuls le Japon et l'Australie en disposent. Corrigez-moi si c'est faux. Sinon, il s'agit de la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre et les marines américains. Seuls le Japon et l'Australie s'y ajoutent. Si l'Ukraine les obtenait et qu'on lui permettait de les utiliser sur le sol russe, ce serait fini. En parlant des armes des États-Unis en Europe, ici vous pouvez voir une photo des États-Unis, des chars Abrams en Estonie, mon pays, juste ici. À 150 km, 60 km de la frontière russe. Ces chars, les chars Abrams, s'entraînent, se déploient dans les pays baltes parce que la majorité des problèmes surviennent avec les pays baltes. Nous n'avons pas de défense en profondeur. Tout doit être fait vite car nous n'avons pas le temps de perdre du territoire. Donc les Alliés doivent être ici extrêmement rapidement. C'est ce qu'ils répètent. Nous ne répétons pas vraiment le combat en première ligne. La chose la plus importante, c'est la rapidité, puis la défense. Donc les M2A3, les Bradley et les chars Abrams, les chars M1A2 déployés en Estonie, en train de s'entraîner, je dois attirer votre attention sur le fait que les Bradley et les Abrams sont en camouflage désert. Ici, nous avons un dicton. Je ne sais pas s'il existe aussi aux États-Unis. Si les chars américains sont en camouflage désert, tout va bien. S'ils sont en camouflage forêt, on est foutu. Parce que si les États-Unis pensent qu'ils doivent peindre leurs chars en vert forêt, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils vont se battre en Europe. Ça veut dire qu'ils pensent que la Russie va attaquer les pays baltes. C'est comme ça, c'est là que ça commence. Donc tant que ces chars sont en camouflage désert, je respire calmement et je n'ai aucune tension. Voici de meilleures photos pour toi. C'est Tarta, où j'ai vécu 5 ans. Je connais ce tunnel, tout le monde le connaît. Tarta n'est pas une grande ville d'X 1000 habitants. Donc si ces chars passent par ici, je veux dire c'est vraiment une bonne chose à voir pour moi dans l'une de mes villes natales. Voir ces diffuseurs de liberté comme ça, c'est vraiment un beau spectacle pour moi, honnêtement. Merci pour votre service, États-Unis. Maintenant, nous allons en Allemagne, parce qu'ils répètent exactement la même chose lors de leurs propres exercices. L'Allemagne a mené un exercice à grande échelle appelé Red Storm Bravo, axé sur le transfert de ses forces vers la région baltique. Le principal problème, comme je l'ai dit, reste le transfert des forces. Le corridor de Suwałki entre Kaliningrad, la Lituanie et la Biélorussie mesure environ 80 km. La Russie et la Biélorussie tenteront de le fermer. Tout déploiement vers la Baltique, Slotville, Lituanie ou Estonie passera par le corridor de Suwałki. Donc les Allemands, les Américains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est s'entraîner à un déploiement extrêmement rapide à travers le corridor de Suwałki. Et c'est ce qu'ils font. Vous pouvez le voir aussi dans la vidéo. Je vais aussi la regarder un instant avec vous. Très bien. Vous voyez, c'est une belle vue. Forêt allemande, camouflage, drapeau allemand et drapeau de l'OTAN. Je suis juste content qu'ils soient de notre côté, mec. Mes amis, nous allons aux élections moldaves. Ceci est une partie séparée dans ma vidéo parce qu'elles ont eu lieu hier et c'était l'une des élections les plus importantes des 30 dernières années du pays. Je vais tout vous expliquer de façon très concise. Maintenant, les élections sont terminées. Il ne reste que quelques votes des États-Unis, du Canada, de l'Italie et de la Suède à compter pour les élections parlementaires moldaves. Maintenant, vous pourriez demander pourquoi ils voteront aux États-Unis, mais oui, les Moldaves de l'étranger peuvent aussi voter en ligne. Le Parti Action et Solidarité de Maia Sandu détient la majorité absolue avec 50,06% des voix et occupera 55 sièges au Parlement. Le parti BEP pro-Kremlin a sous-performé de 8 points avec 24,25% en des voix. Ils garderont leurs 26 sièges actuels. Le fait est que le parti pro-Union européenne et également pro-OTAN de Maia Sandu aura la majorité, ce qui signifie qu'ils n'auront pas à former de coalition avec qui que ce soit. Si vous connaissez le fonctionnement des démocraties en Europe, elles peuvent établir leurs propres lois et règles comme elles le souhaitent. Ils sont pro-Union européenne, pro-OTAN, pro-démocratie.
C'est une immense victoire. Je ne peux pas assez exprimer à quel point elle est importante pour l'Occident et le monde libre. Et je veux que vous sachiez, je veux dire, ce n'est pas un événement isolé, une élection isolée. Poutine a perdu toutes les batailles contre Maya Sandu, actuelle présidente de la Moldavie. C'est une personne très éloquente, très réfléchie. Elle est posée, parle lentement, mais elle a une grande autorité. Comme tu le dis, j'aime vraiment ses manières, sa gestuelle. Pour moi, elle incarne l'intelligence pure. L'élection présidentielle de 2020, Poutine a perdu, je vais dire Poutine, parce que la Russie a injecté des centaines de millions de dollars dans cette élection pour la gagner. On parle d'un demi-milliard 500 millions et ils l'ont quand même perdu. Présidentielle 2020, parlementaire 2021, présidentielle 2024, référendum 2024, sur l'adhésion à l'Union européenne, parlementaire 2025, Maya Sandu et la République de Moldavie 5, Poutine et la Russie 0. C'est une série de victoires incroyables. Maintenant, mes amis, je veux vous montrer le bug dans la matrice. Vous pensez peut-être à un embouteillage classique, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des gens de Transnistrie, la région séparatiste, dissidente et pro-russe de la Moldavie. Ces personnes veulent en faire partie de la Russie, elles ne veulent pas faire partie de la Moldavie, elles veulent le retour de l'Union soviétique. Voici une file de ces personnes venant de Transnistrie pour aller voter en Moldavie, un pays qu'ils ne reconnaissent pas comme un pays. C'est un bug dans la matrice. Et tu sais, ce qui est encore mieux pour nous, pire pour eux, 30% de ces personnes en Transnistrie, qui soi-disant veulent le retour de l'Union soviétique, ont voté pour le parti pro-Union européenne de Maya Sandu. Même eux ont voté pour le parti pro-Union européenne, et même dans la Transnistrie contrôlée par la Russie, les gens ne veulent pas faire partie de la Russie. C'est vraiment un bug étrange dans la matrice, c'est tellement mauvais pour eux. Je vais maintenant lire le meilleur commentaire d'une vidéo précédente en privilégiant ceux offrant éclairage ou connaissance. Ces vidéos regorgent de détails, vous en savez souvent plus que moi et certains partagent leurs connaissances, ce qui me fait plaisir. Regardez ça, Digbach dit que je suis un sociologue, pas un ingénieur, mais d'après quelques recherches que j'ai faites sur l'histoire du raffinage du pétrole. C'est peut-être un peu plus compliqué que de dire qu'ils ne peuvent pas être réparés. C'est concevable que la Russie puisse réparer et rééquiper les raffineries selon un standard technologique plus ancien. L'Union soviétique avait de nombreuses raffineries dans les années 1970 qui n'étaient pas dépendantes de l'aide occidentale. Mais le fait est que les technologies de raffinage des époques précédentes sont nettement moins efficaces et productives. Donc, même si la Russie parvient à en réparer certaines, chaque raffinerie réparée pourrait ne retrouver que 70 à 50% de la capacité de traitement qu'elle avait avant d'être endommagée. Merci pour le commentaire, dit Bach. Très bonne analyse d'un sujet que j'ignorais. Donc oui, la Russie ne peut pas réparer les raffineries, mais elle va certainement perdre leur production et l'Ukraine pourra les attaquer à nouveau. Et maintenant, les membres de Buy Me a Coffee, je n'ai qu'un seul membre cette fois, mais ce n'est pas grave. Celui-ci est en cyrillique, Ivaila Yordanov Ivanov, Ivailo Yordanov Ivanov. Merci d'avoir rejoint Buy Me a Coffee. Si vous aimez la chaîne, les liens Buy Me a Coffee sont en description. Maintenant, mes amis, en première ligne. Et c'est un peu lié, car nous allons continuer avec Donald Trump, qui approuve que l'Ukraine frappe le territoire russe avec les lance-roquettes multiples américains. Nous parlons aussi des High Mobility Artillery Rocket System. Et comme je vous l'ai dit, au moment où Donald Trump a approuvé cela, nous avons reçu de superbes vidéos. Regardons-les ensemble. Ceci est Belgorod, ou Bilkor comme disent les Ukrainiens, et voici leur sous-station électrique. Waouh! Bien sûr avec le magnifique commentaire russe en arrière-plan qui est horriblement intraduisible. Il n'y a pas de mot anglais pour le traduire. Donc voici la centrale électrique de Belgorod. Et elle a fait des trucs vraiment fous. Je vais lire la liste des localités privées d'électricité, puis vous montrer à nouveau une belle vidéo. Étudier un crâne, Kupkin, Shebekino, Tchernyanka, Stredgel et quelques autres localités.
De nombreuses localités ont été privées d'électricité. Vous voudrez peut-être savoir ce que cela signifie. Comment ont-ils perdu l'électricité? Regardez, nous avons le moment exact en vidéo. C'est trop hollywoodien pour être ignoré. Regardez ça. Boum, tu as vu l'éclair, donc c'est un éclair bleu. Regardez ça. Les lumières bleues, les bleus sont allumées. Les lumières bleues sont toujours allumées. Image suivante, les lumières s'éteignent et même les dernières dans les immeubles s'éteignent. Maintenant, un éclair orange suit. Et tout devient noir comme dans un four. C'est une expérience très russe ici, si tu veux savoir ce que c'est que de vivre en Russie. Éclair bleu, éclair orange et l'obscurité pour toujours, voilà ce que c'est. Donc oui, Bilkorod était maintenant dans l'obscurité. Avec un générateur, on aurait un peu de lumière, mais les phares des voitures marchent. Cela signifie aussi que les lampadaires et les feux de circulation ne fonctionnent pas. Et si vous imaginez, je veux dire, les Russes conduisent, comme ils conduisent en Russie, d'habitude c'est déjà mauvais. Sans lampadaire, il y aura de nombreux accidents. Nous en avons déjà un filmé. Je veux dire, il va y en avoir beaucoup plus. Dans celle-ci, pour une raison quelconque, les lampadaires fonctionnent, mais les feux de circulation ne fonctionnent pas. Alors regardez ça. Comme ça, vous voyez? Les deux voitures allaient vraiment lentement, ce qui veut dire que les deux auraient pu freiner puisqu'elles allaient craindre si lentement. Mais si vous n'avez pas de feu de circulation, si vous n'avez pas l'habitude de vérifier si quelqu'un vous percute sur le côté, parce que vous savez, vous pouvez y aller. Ce genre de choses, ça n'arrivait pas sans feu de circulation. Donc oui, ça va être chaotique, très chaotique, sans feu de circulation. Aussi, une plante a été touchée. Je ne peux pas confirmer si cela a été fait avec un Multiple Launch Rocket System américain, mais cette usine reste très proche de la frontière ukrainienne. Apporter des Multiple Launch Rocket System américains juste après la validation de leur utilisation par Trump. Le sol russe a été frappé par une attaque ukrainienne qui a touché l'usine Elektradetal, située dans la ville de Kourachev, Brianskova, dans l'ouest de la Russie. Un incendie s'est déclaré dans l'installation. L'usine est spécialisée dans la production d'équipements électroniques. Tout récemment, il a été rapporté que des composants fabriqués par Elektradetal ont été retrouvés dans l'épave d'un missile de croisière russe 9 M7-127 Iskander-K qui avait été tiré sur le bâtiment du gouvernement à Kiev. Donc cette usine, regardez ces magnifiques images de l'usine en feu. Magnifique, géolocalisé, bien. Cette usine fabrique des composants électriques pour les missiles de croisière russes, dont l'Iskander. Iskander produit aussi des missiles balistiques. C'est donc un coup dur pour les Russes. J'espère vraiment que cela a été fait avec le Multiple Launch Rocket System américain, parce que les Russes ont peur des armes américaines. C'est ce qu'ils craignent le plus. De superbes images, mec, de superbes images. Bon, allons sur les véritables lignes de front. Bakrovsk. Comme je l'ai mentionné auparavant, ces 3 encerclements chaudrons, peu importe comment vous voulez les appeler. J'ai mentionné auparavant qu'ils ne sont pas vraiment connectés avec les troupes ukrainiennes au sol dans cette brèche juste ici. Des informations confirment désormais que c'est vrai. Les Ukrainiens utilisent ce qu'ils appellent un mur de drones dans la direction de Bakrovsk, ce qui réduit les pelotons russes à des soldats isolés. Les survivants, qui publient ensuite des vidéos désespérées sur les réseaux sociaux, supplient les autres de ne pas rejoindre l'armée. Des essaims de drones ukrainiens tractent les troupes russes, aussi bien à découvert qu'à l'intérieur des abris. 20 soldats russes meurent pour chaque mètre de territoire gagné, ce qui brise le moral des Russes. Le témoignage bouleversant d'un marine révèle qu'il est devenu le seul survivant de son unité d'origine de 20 hommes, qualifiant ce conflit de pas leur guerre dans un appel devenu viral. Les Ukrainiens utilisent un moyen de défense très spécifique. Ils ne tiennent pas toutes les lignes de défense, faute de personnel suffisant. C'est un fait triste mais vrai. Et Zelensky ne veut pas mobiliser les moins de 25 ans. Ils ne l'ont pas fait. À 22 ou 23 ans, tu peux quitter le pays sans être mobilisé en Ukraine. Zelensky. Leur défense ressemble à des bulles de drones sur tout le front. Et à Bakrovsk, elles sont les plus efficaces. Ils ont ici d'énormes quantités de drones ukrainiens. Voilà ce que signifie cet encerclement. C'est le 3e, le plus grand et le plus récent, ce sont les drones ukrainiens qui contrôlent
ce passage juste ici. Les Russes en peuvent te passer, et ils passent effectivement. Mais, comme je l'ai dit, un peloton est réduit à quelques survivants isolés, et ce sont eux qui passeront. Nos drones prendront le reste, économisant ainsi la main-d'œuvre ukrainienne. Cela élargit leur zone de défense, mais cela signifie aussi que si les Russes percent dans une zone donnée, ces poches se retrouvent soudainement très exposées, puisqu'il ne s'agit pas d'une ligne continue d'hommes au sol. Donc cette défense spécifique utilise le manque de main-d'œuvre ukrainienne et la supériorité ukrainienne en matière de drones. Mais elle est très vulnérable à des assauts extrêmement massifs dans une zone qui viennent ensuite enfoncer un coin dans ses poches, les rendant alors vulnérables sur les flancs. Pour cela, je vais vous présenter une discussion ukrainienne sur Telegram où le chef d'état-major, Syrski, est confronté. Syrski déclare « Oui, nous avons ces 3 encerclements près de Bakrovsk. Ces messages sur le front disent ce que je dis sur cette chaîne. En fait, je vais vous le lire. » Les chaînes Telegram ukrainiennes contredisent les déclarations du commandant Syrski concernant la situation autour de Dobropilia. C'est la zone des 3 encerclements. Ils affirment qu'il n'y a pas de chaudron et que la situation est fluide. Ils affirment qu'il n'y a pas de réelle ligne et que la situation est difficile à évaluer. Ils affirment aussi que la Russie amène énormément de renforts dans la région. Donc c'est très important ici. Ils affirment qu'il n'y a pas de chaudron, que la situation est fluide et qu'il n'y a pas de véritable ligne. C'est ce que j'entends depuis longtemps. La défense ukrainienne n'est pas comme la défense russe. Les Ukrainiens ont bien des lignes défensives, des fossés anti-chars, la ligne Donetsk-Donbass, mais elles ne sont pas occupées parce que l'Ukraine n'a pas ce genre de main-d'œuvre. Elles sont occupées par des groupes d'équipes de drones, qui sont déployés en fonction des zones les plus chaudes. Je veux dire, s'il n'y a pas de frappe massive des Russes, il n'y a que quelques équipes de drones là-bas qui surveillent la situation. Aucune unité d'infanterie en général. Il n'y a pas de vraie ligne, donc les Russes peuvent avancer. Mais cela leur coûte de lourdes pertes à cause des drones ukrainiens. C'est tout. Il n'y a pas de ligne physique solide où l'on peut ou ne peut pas passer. Ces drones ukrainiens volent sur 50 km et tout mouvement est immédiatement puni. Voilà la situation, c'est très fluide. Maintenant, nous allons à Kupiansk, dans la partie nord de l'Ukraine, au nord-est, et Kupiansk est maintenant complètement isolé. Aucun véhicule civil ne pourra entrer ni sortir de la ville. Les civils doivent évacuer à pied ou la police, les secours et les bénévoles les accueilleront hors de la ville. Vous pourriez demander pourquoi les Ukrainiens n'ont-ils pas évacué Kupiansk il y a longtemps ? Parce que les Russes essaient d'encercler cette ville depuis plus d'1 an. Eh bien, le fait est que les évacuations sont vraiment difficiles pour l'Ukraine parce que les gens ne veulent pas partir. Parfois, j'ai parlé à de nombreux soldats qui s'occupent de ces évacuations, et il faut convaincre les gens de partir. Ils ne veulent pas partir, ils ne vont pas comprendre qu'ils vont mourir. 80% de la population partent d'eux-mêmes, mais les 20% restants représentent encore des milliers de personnes dans certaines villes. Donc, vous ne pouvez pas les forcer à partir dans une société démocratique et libre. Il est très difficile pour un soldat ukrainien de convaincre une grand-mère de partir. Le temps presse sur le front, les bombes tombent. Si tu refuses de partir, je prendrai quelqu'un d'autre. Des enfants attendent. Tu sais, ils ne peuvent-ils pas rester là et perdre leur temps à forcer les gens à quitter leur maison. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Donc oui, il y a des gens à Kupiansk qui ne veulent pas quitter leur maison et ils tenteront leur chance. Voilà donc la situation actuelle. Finalement, la ville a été bouclée et les gens peuvent bien partir, mais uniquement à pied. Je vais terminer la vidéo d'aujourd'hui avec un drone de surface ukrainien, un Unmanned Surface Vehicle. Je veux dire, c'est un drone marin. Vous pouvez le voir juste ici. Regardons simplement à quoi il ressemble de près. On ne le voit pas habituellement d'aussi près. C'est ça, il y a aussi des drones dans ces boîtes. Certaines ne sont même pas encore ouvertes. Elles sont comme... Et la triste histoire avec ça, c'est que ce sont les Russes qui filment, ce qui veut dire qu'ils en ont attrapé un, je suppose qu'ils l'ont brouillé, ou que les Ukrainiens ont perdu la connexion. Et maintenant, ce drone est entre les mains des Russes, ce qui veut dire qu'ils vont l'examiner, ils vont le copier, probablement qu'ils vont fabriquer leur propre drone maritime. Ils en ont déjà quelques-uns, mais pas aussi bons que ceux des Ukrainiens, donc c'est vraiment mauvais parce que c'est l'un des Wunderwaffe ukrainiens que les Russes n'en ont vraiment pas.
Et maintenant, ils en ont un. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous apporterai des segments similaires sur l'économie russe, les actualités internationales et les lignes de front mercredi. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne pour être averti lorsque je publie une vidéo.